C'est un réel plaisir de vous retrouver sur le plateau du journal de l'économie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Voici pour commencer les principaux éléments à développer. 20 banquiers en état d'arrestation au Nigeria au lendemain de l'investiture de Muhammadu Buhari. Ils sont soupçonnés de fraude sur devises. Plus de 64 millions de paquets de cigarettes saisis courant mai en Égypte. Il s'agit de marchandises issues de la contrebande. Enfin, la Malaysia Airlines est techniquement en faillite. La compagnie supprime 6 000 emplois dans le cadre de son programme de restructuration. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par le Nigeria. 6 cadres supérieurs de la Banque centrale nigériane et des employés de banques privées ont été mis aux arrêts par l'agence nigériane contre la corruption. Ces personnes sont soupçonnées notamment de fraude aux devises. De manière précise, elles étaient censées détruire des billets de banque périmés ou abîmés d'une valeur totale de plusieurs milliards de naira, ce qu'elles n'auraient pas fait. Leur arrestation intervient quelques jours seulement après l'investiture du nouveau président nigérien Muhammadu Buhari. Ce dernier a en effet promis des mesures sévères pour endiguer la corruption endémique qui sévit jusqu'au sommet de l'État dans son pays. Autre élément dans ce journal, l'Afrique du Sud a commencé à appliquer lundi dernier des nouvelles règles de contrôle à ses frontières. Le pays exige notamment que les voyageurs produisent des actes de naissance pour les mineurs. En effet, le nouveau règlement destiné à lutter contre le trafic d'enfants dans le pays exige pour tous les mineurs sud-africains et étrangers un acte de naissance intégral en plus du passeport lorsqu'ils tentent de quitter ou d'entrer dans le pays sans visa ou non accompagnés. Ce qui fait craindre le pire aux acteurs touristiques sud-africains. Ces derniers estiment que de nombreux touristes choisiront d'autres destinations à cause de ces nouvelles mesures. Il faut dire que le tourisme est l'un des secteurs les plus productifs du pays, les secteurs les plus dynamiques aussi. Il pèse près de 10% du PIB en Afrique du Sud. Plus de 64 millions de paquets de cigarettes de contrebande, dont plus de 2 millions de contrefaçons. Eh bien, c'est la moisson que l'Égypte a faite dans le courant du mois de mai. Les saisies ont été opérées, entre autres, par les autorités douanières de Port Saïd à l'embouchure du canal de Suez sur la Méditerranée et aussi à bord d'un chargement venu des Émirats arabes unis en destination de l'Ukraine. Quittons maintenant le continent africain pour dire que la Malaysia Airlines est techniquement en faillite. L'annonce a été faite en tout cas lundi par le nouveau PDG de la compagnie, une compagnie qui supprime 6 000 emplois dans le cadre d'un vaste plan de restructuration. Le point avec Emmanuel Crépi. Malaysia Airlines a pris ses premières initiatives majeures sous la direction de l'Allemand Christoph Müller, recruté le 1er mai dernier. Il s'agit de la suppression de milliers d'emplois, une réduction de certaines dessertes et une refonte de la compagnie. Au total, 6 000 postes ont été supprimés. Selon le nouveau PDG, cette réduction d'effectifs est nécessaire car Malaysia Airlines doit supporter des coûts supérieurs de 20% à ceux de ses principaux concurrents. Malaysia Airlines prévoit de se réinventer avec une nouvelle image et de nouvelles couleurs, la compagnie cherchant à effacer les stigmates d'une année 2014 désastreuse. Ça ne paraît pas comme une start-up, mais en fait nous serons une start-up. Ce sera une nouvelle identité juridique avec un nouvel actionnariat, une nouvelle stratégie, une nouvelle gestion. Tout sera nouveau en fait. Ce plan de restructuration a été vivement critiqué par les syndicats d'hôtesses de l'air et de stewards, estimant que les salariés n'ont pas à payer le prix d'une mauvaise gestion ces dernières années. Selon les analystes, Malaysia Airlines perd de l'argent depuis des années en raison d'une direction déficiente et d'une incapacité à faire face à la concurrence internationale.
Les pertes de Malaysia Airlines se sont considérablement aggravées avec les deux catastrophes subies en 2014 par les vols MH370 et MH17 qui ont fait 537 morts. Un établissement espagnol a été sacré lundi soir meilleur restaurant du monde par l'influent classement 50 Best. L'événement qui s'est déroulé à Londres, en Angleterre, est le hit parade de la gastronomie mondiale organisé par le groupe britannique de médias et d'événementiel William Reed. C'est au restaurant El Cheller de Can Rocha qu'a été décerné le prix du meilleur restaurant du monde 50 Best de cette année. Lancé depuis 2002, le 50 Best, prix honorifique annuel du goût gastronomique, a acquis une notoriété et une influence croissante. Immense est donc la fierté des frères Rocha qui reçoivent ce prix pour la deuxième fois. Oui, nous sommes heureux, nous nous sentons aimés. Cette reconnaissance veut dire que beaucoup de gens nous font confiance. Ils font confiance à notre attachement, à nos valeurs et à ce que représente la gastronomie. Une des principales retombées de cette reconnaissance, c'est une meilleure visibilité pour notre terroir, notre terre et particulièrement l'excellence qui caractérise le domaine qui est le nôtre, l'attention supplémentaire que nous gagnons avec ce prix. Organisé par le groupe britannique de médias et d'événementiel William Reed, 50 Best prime les 50 meilleurs restaurants du monde. Le prix a été remis à Londres lors d'une cérémonie réunissant des chefs venus des 4 coins du monde au Guildhall, l'ancien hôtel de ville de la City. En 2014, c'est l'établissement nomade du chef René Redzepi, situé dans un entrepôt maritime rénové de Copenhague, qui occupait la première place du classement. Débat du jour et c'est juste après cette petite transition. Taxe professionnelle synthétique, une fiscalité aux micro et petites entreprises au Bénin. C'est le thème sur lequel Kazmi Pedio a choisi de nous entretenir aujourd'hui. Kazmi, bonjour. Bonjour Inès. Alors c'est quoi cette affaire de taxe professionnelle synthétique ? Il faut dire que c'est une innovation du gouvernement béninois, notamment la loi des finances gestion 2015 qui a prévu cette taxe-là, à savoir la taxe professionnelle synthétique, pour faciliter aux micro et petites entreprises une certaine aisance fiscale au Bénin, parce que avant cette date, les micro et petites entreprises avaient de sérieuses difficultés avec les cadres au niveau de l'administration fiscale, parce que il y a ce problème-là qui existait entre eux, parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut payer. Parfois, c'est les cadres qui font un peu du surenchère, et puis il y avait ce désordre-là. Donc, le gouvernement a voulu mettre un thème à cette pagaille-là et a donc instauré dans la loi des finances gestion 2015 la taxe professionnelle synthétique. Et quelles sont les entreprises assujetties à cette taxe? Il faut dire qu'au Bénin, c'est un peu difficile de pouvoir parler des entreprises sur le thème international, tel que quand on parle de petites entreprises, c'est déjà selon les normes internationales, c'est une entreprise dont le revenu, le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs CFA. Alors qu'au Bénin, c'est difficile de trouver au Bénin une entreprise qui se disant petite, avec ce montant-là. Donc, au Bénin, aujourd'hui, les petites entreprises sont telles que, bon, on les classe un peu comme des entreprises déjà existantes, que ce soit dans le formel ou l'informel. Voilà les normes au Bénin qui permettent de définir les petites entreprises. Donc, pour la plupart, c'est des entreprises qui sont dans l'informel et qui évoluent vaille que vaille, avec des chiffres d'affaires oscillant parfois entre 10 millions, 20 millions ou parfois un peu en deçà de 10 millions. Donc, voilà les entreprises qui sont concernées. Et forcément, ce n'est pas des entreprises qui sont déclarées officiellement
officiellement au niveau du GUF, à savoir le guichet unique de formalisation des entreprises. C'est ces entreprises-là qui évoluent dans les rues de Cotonou, qui sont installées juste un appartement quelque part et puis voilà, on installe son entreprise sans aucune formalité. Donc, c'est ces entreprises. Il y a même des personnes qui ont leur entreprise dans leur sac attaché caisse. Hein. Et puis qui évoluent avec ça, c'est par exemple les BTP ou le maçon, comme on les appelle chez nous à Cotonou. Les maçons, ils n'ont pas forcément besoin d'un local avant de s'installer. C'est juste un appel téléphonique et puis ils débarquent et puis ils vous réparent votre maison et puis allez, ils continuent. Donc, cette tasse-là est beaucoup plus réservée à ces personnes-là que à ceux-là qui sont beaucoup plus formalisés, dont on connaît le chiffre d'affaires, dont on connaît le siège et qu'on peut à tout moment interpeller ou bien apporter des aides. Donc, voilà. Donc les personnes qui échappent à ces critères-là sont exemptées? Les personnes qui échappent ne sont pas exemptées parce que quand même les cadres de l'administration fiscale arrivent à mettre la main sur eux parce que soit ils sont dans les marchés, soit ils sont dans les rues de Cotonou et forcément dans leur balade ils rencontrent ces cadres-là et puis ils leur mettent la main dessus. Donc voilà, c'est un conglomérat de désordres que l'administration publique ensemble avec le législateur a voulu corriger en mettant sur pied cette taxe-là, à savoir la taxe professionnelle synthétique. Mais avec les personnes physiques qui sont dans l'informel, comment est-ce que cette taxe pourra être calculée et perçue? C'est un peu difficile pour ces personnes parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à les canaliser. C'est un peu difficile pour les cadres de l'administration et parfois, ça laisse libre cours à la corruption parce que quand le cadre de l'administration publique arrive à mettre la main sur eux, eh bien, il leur impose quelque chose qui sort de l'entendement. On les arrête, par exemple, on leur facture sur peut-être 5 ans d'activité, ce qui n'en est pas le cas. Une taxe avoisinant peut-être 50 millions de francs CFA pour une entreprise qui a du mal à se faire un chiffre d'affaires de 10 millions lorsque vous lui flanquez une taxe de 50 millions, de 500 millions, vous comprenez forcément que l'entreprise va fermer, l'individu va fermer baraque et aller faire autre chose. Donc, il y a cette difficulté actuellement qui est liée à cela. Et puis, les cadres sont en train d'étudier la faisabilité pour pouvoir quand même circonscrire. Et c'est d'ailleurs pourquoi la loi des finances a quand même mis certaines dispositions pour permettre à tout Béninois voulant exercer une activité commerciale, parce qu'il faut préciser, il s'agit ici des activités commerciales. Donc, il va falloir les canaliser, pouvoir les maîtriser pour pouvoir mieux calculer cela. Et d'ailleurs, pour demain, nous avons prévu pour le thème aborder des cas pratiques de calcul de ces impôts-là, voir un peu comment est-ce que ça se fait. Donc, à partir de demain, sur 3 émissions durant, nous allons inviter nos téléspectateurs à nous suivre et nous allons essayer de calculer cette taxe-là afin qu'ils puissent savoir comment est-ce que le cas de l'administration publique arrive à identifier la fiscalité qu'il faut à ces gens d'entreprise. Mais en attendant demain, est-ce que vous pensez que cette taxe professionnelle synthétique a de beaux jours devant elle? Forcément, parce que le Bénin a toujours innové en la matière, le Bénin a toujours inventé de ce genre de taxe-là qui, plus tard, fait tache d'huile dans la sous-région. Donc, c'est une expérience des cadres de l'administration publique, forcément, compte tenu de l'ambiance, de l'environnement dans lequel le Bénin évolue. Donc, forcément, nous allons le faire et nous allons voir ce que ça va donner. Donc, on se dit à demain pour savoir comment est-ce qu'on calcule cette fameuse taxe. Oh, bien sûr. Alors, chers amis téléspectateurs, on se retrouve demain pour un autre numéro du Journal de l'économie avec le même plaisir. Merci de nous avoir reçus chez vous.